Bonjour Cécile, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Bon, eh ben enchanté. Également. Je te vois, je te suis sur LinkedIn depuis un petit moment, parce que je regarde un peu les RH, les personnalités du monde RH qui prennent la parole et qui commencent à être visibles, et t'es pas mal visible quand même. Je commence. Et sur Insta aussi d'ailleurs. Sur Insta, je commence vraiment. Et du coup, je me suis intéressé à ton profil. Merci. Et donc j'ai vu que tu étais une ex-RH qui s'est mise à son compte assez récemment. Oui. Hop, je passe le petit rond-point. T'es passé un peu en force, mais oui, je vois. C'est pas ça, c'est enregistré. Tu viens d'où du coup? C'était quoi ton job en RH initialement? J'étais DRH de Bleu Libellule, donc DRH Ouais. France, Italie, Luxembourg. J'étais DRH de toute la partie distribution. Ok. Donc Bleu Libellule, on vend des produits, ils vendent encore des produits de coiffure et d'esthétique. Donc moi j'avais toute la partie RH en fait, stratégie, recrutement, juridique, administration du personnel, paye, marque employeur. Ok. Je pilotais vraiment toute la fonction jusqu'en mars 2024. Et donc j'y suis restée 15 ans, plus de 15 ans. Ah ouais. Ouais, plus de 15 ans. Enfin, j'étais un bébé Bleu Libellule, puisque Ok. J'ai vraiment commencé mes études là-bas. En tant que RH déjà? En tant que RH. En fait, je suis rentrée, il y avait 50 collaborateurs, je suis partie, il y en avait plus de 1200. Ok. Donc quand je suis arrivée, je faisais de la paye. Et puis j'ai gravi les échelons, j'ai évolué avec la boîte, j'ai créé la structure RH. Ouais. J'ai vraiment créé la structure RH avec une équipe évidemment. Quand je suis partie, on était 25 dans le service RH et on a été classé Great Place to Work 4 années de suite dans les entreprises où il fait bon travailler, dont une année où on était dans les 20 meilleurs. Donc on a vraiment créé une politique RH. Ouais, vous avez payé quoi. Ah. Non, je déconne, pardon. Pas du tout. Alors, formation professionnelle. J'insiste, Great Place to Work, ils sont pas. Non, je t'embête. On ne peut pas les payer. Enfin, moi j'ai pas réussi, j'ai pas essayé. Et donc changement de direction. Ouais. Les créateurs, donc les présidents avec qui je travaillais depuis plus de 15 ans, ont arrêté. Bon, l'un est décédé, l'autre a arrêté, et donc ça a été repris. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être le bon moment. J'avais 38 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour te lancer, en fait, pour bosser pour toi. Ok. Bon, début hyper anxiogène parce que j'étais dans le même groupe depuis toujours. J'avais gravi les échelons. Et tu t'es dit d'un seul coup, plutôt que d'aller bosser ailleurs, je vais me mettre à mon compte. Ouais. Ok. Ouais, parce que j'avais vraiment créé la politique RH que j'aimais et j'imaginais pas aller dans une autre boîte et tout recommencer. Je me suis dit, enfin tu vois, je me sentais pas, je me suis dit, si tu recommences quelque chose, tu vas recommencer pour toi. Et sinon, tu les as eus ou tu vas les avoir là? C'est-à-dire T'es 40 ans. Putain, je les ai eus. Je les Parce ai que eus. tu me dis 38 il y a 2 ans. C'est ça, je les ai eus là au mois de juillet. Bon. Écoute, c'est la vie, hein. Il faut le passer. Ah, ça va, 40 ans, c'est jeune. Ouais. Enfin, c'est jeune, je sais pas. Bah si. C'est pas vieux, mais Non. est-ce que c'est jeune? Je sais pas. Franchement, 40 ans, c'est jeune. En tout cas, pour entreprendre, c'est jeune, je trouve. Oui. Finalement, oui. C'est plutôt le bon moment parce que tu as eu une expérience solide et normalement, tu sais à peu près où tu veux aller et ce que tu as envie de faire. Donc, Exactement. Je pense que j'avais créé une entreprise à 19 ans d'organisation de mariage. ok. Ça avait été un fiasco total. Ouais. Donc, je pense que là, c'était le bon moment de partir dans l'entrepreneuriat. J'avais fait mes armes et j'avais surtout plein de choses à transmettre parce que vraiment, en étant dans une boîte où tu passes de 50 à 1200 collaborateurs, Ouais. tu as tout à faire en RH et j'ai appris énormément avec en plus des présidents qui étaient incroyables en tant que formateurs. Donc je me suis dit, j'ai envie d'aider d'autres boîtes qui ont besoin de structurer leur RH. Le fait d'avoir été Great Place to Work pendant des années, je m'étais aperçue, et puis on avait aussi mis en place un modèle un peu libéré de management. Donc j'avais vraiment capté que la communication interne était essentielle. Et pour moi, c'est pas du marketing, c'est vraiment du RH. Et du coup, je me suis spécialisée dans la communication interne et la structuration RH. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Ce qui est plutôt cool parce que, bon, on en parlait là avant de démarrer, mais il y a quand même quelques personnes qui n'aiment pas les RH.
Et on reçoit des petits mots doux de temps en temps. Ou, Alors moi, j'ai jamais reçu ce que tu as reçu quand même, mais oui. T'as vu un mec tout à l'heure qui t'a dit que l'IA allait faire disparaître les RH. Ouais. Donc sous-entendu, ça avait pas l'air de le déranger. Non, il m'a dit est-ce que vous êtes à l'aise avec ça j'ai envie de dire à tous, hein, on peut tous se dire que son poste sera remplacé par l'IA. Bah oui. Donc c'est pas lié qu'au RH. Et oui, moi je travaille avec des boîtes qui n'ont pas de RH déjà. Ouais. Souvent, c'est-à-dire que ils se disent bon, commence à y avoir un sujet, je veux passer de 100 à 300 ou je veux passer de 200 à 4 et j'ai pas forcément de structure RH. Donc je les accompagne et quand je pars, je recrute une RH avant de partir. Okay. Parce que ils ont besoin d'une RH. Mais il y a des visions qui divergent sur les RH. Il y a cette vision très administrative que tu dois connaître. Vraiment, la RH, c'est l'administration du personnel. Ouais. Elle fait les bulletins, elle fait les contrats, et puis voilà. Ça, évidemment, l'IA va réduire cette partie-là. Et heureusement. Et après, j'interviens dans d'autres entreprises où il y a déjà une RH, mais elle n'est pas du tout outillée. C'est-à-dire qu'elle a ses dossiers salariés sur Drive, elle n'a pas de logiciel de gestion du temps, ou si elle en a un, c'est cata. Elle n'a pas de logiciel pour gérer ses entretiens annuels. Ouais, c'est pas digitalisé, c'est pas digitalisé, et au final, elle passe son temps, effectivement, à faire des papiers. Et à traiter de la data dont elle n'est pas sûre de la fiabilité. Exactement. Et en plus de ça, elle n'a jamais les ressources parce que le dirigeant trouve que c'est qu'un centre de coût et n'investit pas dans des domaines comme celui-ci, alors que si ils investissent vraiment dans la digitalisation du RH, ta RH, tu la récupères pour faire du RH, parce que le RH, c'est écouter les équipes, c'est s'assurer que chacun progresse, c'est créer des plans de formation qui sont vraiment intéressants, et ça, je trouve que c'est encore quelque chose sur lequel il va falloir qu'on avance, parce que... Comment tu vois l'évolution de cette fonction RH? Parce que des profils comme le tien qui quasiment du jour au lendemain se disent c'est bon, j'arrête, je me mets à mon compte, on commence à en voir beaucoup quand même. Oui. Donc est-ce que ça ne veut pas dire que quand même il y a un petit ras-le-bol du métier de DRH en entreprise? Parce qu'à un moment donné, si tu fais ça, c'est aussi pour prendre ton autonomie. Oui. Alors, je pense qu'il y a un ras-le-bol des RH. Ça c'est sûr, parce qu'elles sont cantonnées à des tâches administratives et elles finissent par se cacher et pas essayer de voir les collaborateurs de peur d'avoir quelque chose de plus à faire. Donc c'est pas le sens qu'elles sont venues chercher initialement, parce que quand tu choisis de faire du RH, c'est pour parler aux gens, quoi. C'est pour être avec les gens normalement, la majorité. Et donc je pense que beaucoup de RH se retrouvent pas dans ça. Ils vont chercher dans la relation client ce qu'elles ne retrouvent pas dans la relation avec le collaborateur. Mais oui, moi je trouve que la fonction RH doit changer. Et en fait, je trouve que la RH... Et du temps. Hein? Elles vont chercher du temps aussi. Elles vont chercher du temps, elles vont chercher de la flexibilité, elles vont chercher moins de durée en fait. Parce que tu vois ce que tu me dis sur le temps, moi j'ai une amie qui était DRH, qui me racontait un peu ses journées, et c'était l'enfer en fait. C'est l'enfer. C'était elle arrivait au bureau à 8h, elle repartait des fois, elle rentrait chez elle, il était 22h30. Elle avait pour consigne d'emmener ses dossiers en vacances, c'était H24. Ce qui lui a coûté un divorce, au final, son mari est parti. Eh oui, tu m'étonnes. Mais elle était complètement dans le... Elle a l'impression de ne pas pouvoir en sortir en fait. Mais c'est, d'ailleurs, je sais pas si tu te rends compte, mais peut-être que tu essayes des fois de joindre des RH, mais la RH, c'est la personne la moins accessible de l'entreprise. Oui. Quand tu veux la joindre, tu n'arrives jamais à joindre la RH. C'est pas normal. Ça devrait être la personne la plus accessible. Or, en fait, c'est le fourre-tout, la RH. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est aussi parce qu'on n'a pas assez digitalisé nos RH. Elles ont peur parfois d'automatiser des tâches, de peur de ne plus exister. Et je pense qu'il y a vraiment un gros boulot à faire sur ça. Et notamment pour mettre les RH sur la partie communication interne, support au management, stratégie, vraiment stratégie RH, parce qu'il y a beaucoup de RH aujourd'hui, elles ne font pas de stratégie. Donc au final, elles ne s'éclatent pas. Tu me parles de RH, de boîte, de quoi? De TPE, PME? Oui. C'est ça, oui, toi, c'est plutôt TI, ça ton nom. Oui. Tu crois que TI ne sont pas équipés aujourd'hui? Alors, ils sont équipés d'un point de vue digitalisation, sûrement.
Mais ils ont encore, souvent la communication interne, elle est au marketing, elle n'est pas au RH. L'ARH n'est pas un support des managers. Ça, tu as totalement raison. D'ailleurs, même la marque employeur, souvent, ils la sortent des RH pour la mettre à la com. Exactement. Et du coup, en fait, elles subissent. Souvent, on donne plus de poids à des managers du CODIR qu'à elles. Et au final, elles ne sont pas du tout business partners. Elles finissent par être support. Même dans des grosses boîtes. J'ai fait un micro-trottoir il y a 10 jours où j'ai interrogé les gens sur leur vision de leur RH. Et j'ai parlé avec un technicien d'une grosse boîte qui m'a dit, les RH, on les voit que pour les fêtes. Alors ça peut faire sourire, mais en réalité, ça veut dire qu'elles se cachent. Voilà. Ça veut dire qu'elles se cachent et qu'elles ne font pas leur rôle principal. Alors, soit qu'elles se cachent, soit qu'elles n'ont vraiment pas le temps de... Ça doit être ta priorité. Quand tu es RH, écouter le terrain, comprendre le besoin, ça doit être ta priorité si tu fais du stratégique. Tu ne peux pas faire du stratégique sans comprendre le terrain. Donc si elles ne sont pas sur le terrain, c'est qu'elles ne font pas vraiment du stratégique. Ou alors que la stratégie part d'en haut. Et ça, c'est pas tout à fait, je pense, la dimension RH. Parce que si tu veux vraiment avoir une politique RH qui suit ton développement et ta structure, tu dois partir du besoin. Ouais. Et le besoin, bien sûr, qui vient de la direction. Mais la direction, le CODIR, c'est 10 personnes. Tes équipes, c'est 1000 personnes. Tu peux pas écouter que 10 personnes, tu vois. Mais en toute honnêteté, quand tu étais salarié des RH, oui. tu avais 500 collaborateurs, c'est ça ? 1200. 1200 ? Vous étiez combien au niveau de l'équipe RH ? On était 20 à la fin. Et ta porte était toujours ouverte ? Toujours. J'étais dans un open space. Ah ouais, ok. Ouais, j'avais supprimé mon bureau et j'étais dans un open space. Et c'est pas que c'est que je prenais ma voiture ou mon train et j'allais dans les magasins, je mettais un tablier et je vendais avec eux. Et c'est là où j'ai eu le plus de... En fait, toute la stratégie, elle est là. Ouais. C'est là où tu trouves les idées. Tu peux réfléchir des heures dans ton bureau. Il suffit que tu ailles écouter les gens une journée, tu reviens. Ouais, t'as ta réponse. Tu as ton plan de développement RH pour l'année. Et en fait, ça, je trouve que ça manque. Et aujourd'hui, encore. Mais est-ce que ça, excuse-moi de te couper, est-ce que tu as pu le faire parce que tu avais le bon président et le bon CODIR, ou est-ce que tu l'as imposé ? Parce que souvent, il y a beaucoup de RH qui aimeraient faire ça. Ouais. Ils ne peuvent pas. Je pense, alors moi, en 2009, déjà, j'avais la grosse imprimante où je scannais et j'avais déjà mis en place le zéro papier. Okay. J'ai tout de suite, tout ce qui devait être digitalisé l'était. Et j'avais la chance d'avoir des présidents qui me disaient oui pour tous les coûts de digitalisation. Et ça, c'est clair que si tu n'as pas cette chance-là, tu as les pieds et mains liés et tu ne peux pas faire ce que j'ai fait. Okay. Donc ma chance, elle a été vraiment là. C'est-à-dire que j'ai voulu un logiciel, j'ai voulu prendre Rosalie pour les acomptes à la demande et le salaire à la demande. Ils m'ont dit oui. C'était oui tout le temps. Tout ce qui pouvait faire gagner du temps et qualifier le travail des RH, ils acceptaient. Okay. Et ça, c'était... T'as une rétro comme si tu les files, c'est ça ? Non. Justement, à parler des projets de digitalisation où tu m'expliquais qu'en fait, c'était... un des axes prioritaires de la fonction RH, un, de savoir s'équiper, et deux, de savoir s'équiper intelligemment par rapport à ses process. Oui, et puis après, troisième étape, savoir faire autre chose que du papier, quoi. À partir du moment où on s'est digitalisé, il faut mettre les chaussures de sécurité, il faut aller sur le terrain, quoi. Tu vois ce que je veux te dire ? Et ça, c'est peut-être le plus difficile comme cap à passer, à se dire... Ça paraît facile quand tu le dis, il faut digitaliser, mais je me dis un truc... Et moi, je l'ai vécu aussi par le passé. C'est toujours plus facile quand tu arrives en disant « Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis votre directrice de projet ». C'est toujours plus facile de faire passer un message comme ça en étant externe que quand toi-même, tu es en interne RH et que tu vas voir ton boss et que tu lui dis « Ah, j'ai besoin de digitaliser ». En fait... J'ai remarqué que Oui, parce qu'il t'a pris déjà. Il t'a payé pour que tu lui dises quoi faire. Donc forcément... Et encore, c'est pas, des fois, ils trouvent que c'est trop coûteux, mais je pense que quand on est RH, ce qu'il faut qu'on arrive à faire et à prendre comme... Et c'est ce que je faisais, moi, pour avoir mes budgets, je faisais un plan de développement et je mettais tous les avantages que ça allait faire, mais commercial. Parce qu'en fait,
En fait, parce que tu prenais le temps de le faire aussi. Parce que je prenais le temps de le faire et je me rappelle, tu vois, je posais pas de vacances en août, je les posais en juillet. En août, tout le monde partait et pendant 15 jours, je bûchais mon truc pour avoir mes outils. Et en fait, je leur montrais que financièrement, parce que on te dit la RH c'est un centre de coût, mais quand tu fais gagner du temps à tous les collaborateurs parce que tu mets un logiciel de pointage et qu'ils sont plus obligés de remplir des fichiers Excel, tes business partners, quand tu fais gagner du temps parce que les entretiens d'évaluation ils se font en ligne et ils se font facilement, c'est pareil, le temps c'est de l'argent, c'est de la production. Et en fait, la RH, elle est tout sauf centre de coût. Elle peut créer des opportunités au-delà même de la digitalisation. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez commercial de notre propre métier. Oui. Et moi, à la fin, j'arrivais, je disais ça. Par exemple, j'ai mis le salaire à la demande en place. Je voulais que les salariés soient payés quand ils le souhaitent. Du coup, on avait mis en place Rosalie. Et quand le salarié voulait se payer, c'était le 15 du mois, il avait une appli, il pouvait se payer. Donc en fait, il pouvait se payer quand il voulait. Je leur ai vendu la solution, le côté marque employeur, ça va attirer des jeunes. Et nous, c'était vraiment ce dont on avait besoin. Et derrière, on avait 20% de turnover de moins sur les gens qui utilisaient ça. Parce que quand tu as l'habitude de te payer à la semaine, c'est plus difficile de changer de job, tu vois, parce que tu as pris cette habitude. Et ça, après, tu crées de la confiance aussi avec ton codir qui se dit, bon, mais la dernière solution qu'elle m'a proposée, elle nous a quand même apporté, on a fini par passer à la télé parce qu'on était novateurs, tu vois. Et donc, il faut oser innover et montrer des résultats. Parce qu'il y en a des résultats dans nos outils, dans tout ce qu'on fait en RH. Et je pense qu'il faut qu'on soit plus commercial de notre métier. De toute façon, c'est ce qui est souvent reproché à la fonction RH, c'est de ne pas savoir se marketer et d'être pas de mauvais communicants, mais de ne pas communiquer suffisamment sur ce que la fonction apporte, quoi. Tu peux le dire, hein, d'être de mauvais communicants aussi. Hein. C'est vrai que... tu sais, j'enseigne aussi en Master 2 RH à Aix-en-Provence. Et je regarde chaque année un petit peu leur programme. Et il y a quand même aussi beaucoup de choses qui manquent dans la formation initiale des RH. Après, maintenant, tu en as qui font plusieurs... tu vois, qui font un peu de marketing, qui après vont vers le RH. Tu as des profils qui sont beaucoup plus variés. Et je pense que la fonction RH va s'enrichir de ces nouvelles personnes parce que nos anciens diplômes n'étaient pas assez riches. Ouais. C'était très théorique, déjà très juridique. Très juridique et administratif. Très théorique. Très peu de stages ou de choses comme ça à l'époque. Enfin, à mon époque, c'était comme ça. Tu vois, il y avait pas beaucoup de terrain, en fait. Pas beaucoup de terrain. Et quand tu faisais du terrain, tu classais les dossiers papier, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de digitalisation. Donc, ils avaient des... moi, j'ai fait des stages à pointer des heures sup à la main. Sur des feuilles. Moi aussi, des absences, mais moi aussi. J'ai commencé la paye avec du papier. On recevait des documents papier, bien sûr. Et tout ça, c'est des choses qui ont changé. Donc, nos diplômes doivent vraiment changer parce que la RH, elle doit nourrir son temps. Et tu constates quand même qu'il y a un changement là qui s'opère. Moi, j'ai l'impression quand même, je rencontre pas mal de RH, de jeunes RH, enfin jeunes RH... Pas des enfants non plus, tu vois, des gens qui ont 30, 35, moins de 40. Ouais. Et déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur perception, dans leur façon de faire. Parce que toi, tu rencontres les RH communicants déjà, souvent qui sont sur les réseaux, donc tu rencontres les plus dynamiques. En communication, je te parle. Après, moi, dans les entreprises où je vais, j'ai encore des RH qui ont des dossiers salariés sur des fiches Bristol. Ouais. Donc, mais c'est joli, tu les prends de couleur. C'est plus joyeux quand tu arrives à ton bureau, tu as du rose, du vert, du bleu. Ouais, c'est génial. Tu sais, moi, je fais des audits en communication. Des audits internes. Avec le stabilo et tout. Tout. Et je fais des audits internes. Et ces gens-là, quand tu arrives face aux collaborateurs, ils te disent on ne voit jamais la RH. Mais je comprends. C'est sûr. Tu as 150 collaborateurs à gérer sur des fiches Bristol. C'est juste l'enfer. Surtout qu'en plus, en parlant d'outils... tu vois, moi, quand j'ai démarré en RH, le moindre outil SIRH, c'était du 100 000 balles. Oui, et puis c'était des trucs à mettre en place horribles. Oui, ça prenait 6 mois, minimum un an de mise en place. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est plus du tout les mêmes tarifs. C'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de s'équiper. C'est très accessible, mais bien sûr.
bien sûr. Même, tout est beaucoup plus accessible. C'est sous forme d'abonnement, donc. Je pense que le coût est moins. Nous, il y avait de la mise en place, tu payais des consultants, tu avais des gens qui venaient, tu étais formé pendant une semaine, tu avais tout le monde qui était mobilisé. Maintenant, tu as l'e-learning. Non, tout est beaucoup plus facile, donc je pense qu'il faut vraiment y aller à fond. Et je pense que c'est ça qui va aussi permettre aux RH de faire plus de choses. Les formations, parce que les RH se forment peu. Une fois qu'elles sortent. Moi, je sais que j'ai repassé un master en 2016 parce que j'avais besoin de voir la RSE et la qualité de vie au travail, quoi. Je ne l'avais pas vu. Et en fait, c'est vrai qu'on se forme peu, par manque de temps toujours, et on ne se met pas assez à jour. Alors, tu vas te mettre à jour d'un point de vue juridique, tu es obligé puisque la loi change tout le temps. Mais sur les pratiques et les innovations... Alors, je trouve qu'elles sont plutôt connectées. Je pense que tu dois le trouver aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de RH sur LinkedIn. Ouais. Donc, il y a de plus en plus même. De plus en plus, je pense qu'il y a de plus en plus de curiosité. Donc ça, c'est génial, je trouve. C'est un bon outil de veille aussi pour un RH, je trouve. C'est hyper puissant. Tu peux te former gratuitement à tout. T'as plein de gens qui créent beaucoup de contenu hyper intéressant, qui sont téléchargeables juste en donnant ton adresse mail. Ouais, tu as accès à beaucoup de ressources. Tu as vraiment accès au savoir assez facilement. Comme tu peux avoir accès à des RH d'autres entreprises de ton secteur avec qui tu peux rentrer en contact pour leur demander un retour d'expérience, etc. C'est beaucoup plus facile parce qu'avant, il fallait attendre d'avoir un salon, un événement où tu auras peut-être la chance de voir quelqu'un ou pas. Exactement. D'oser aller parler ou pas. C'est ça. Il fallait vraiment networker. Tu n'avais pas forcément le temps. Si tu avais une vie personnelle, tu n'avais pas forcément envie d'aller faire toutes les soirées. Et puis même maintenant, toutes les associations comme la NDRH et tout ça, ils font beaucoup de webinaires à distance. Tu peux te connecter. Donc franchement... Ou MyRH Line. Merci. Merci. Merci Cécile. Pour revenir à ta situation perso. Ouais. Parce que moi, quand j'ai créé ma boîte, si tu veux, je gagnais déjà un bon salaire. Et c'était j'avais envie de créer ma boîte. Ouais. Mais du coup, c'était un peu mon risque, c'était de me dire, est-ce que je vais réussir à rattraper mon salaire ? Eh oui. Et donc toi, partant de ce salaire, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur au début ? Est-ce que énormément. Déjà, il faut que tu saches, je suis seule avec mes 2 enfants. Non, mais je lis tes posts, je connais ta vie. Oui, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est parce que ça fait partie. Ça fait partie des enjeux. C'est-à-dire, alors, mes enfants ont un papa, mais c'est moi qui la garde et ils vont un week-end sur 2 chez leur papa, et donc c'est moi qui subviens à leurs besoins. Donc, quand j'étais habituée à un rythme de vie, j'habite à la Grande Motte, bord de mer, et donc quand j'ai arrêté mon boulot, je me suis dit. Si tu cherches à gagner 9000 balles par ta boîte tout de suite, tu vas t'épuiser, tu vas te stresser. Donc, j'ai réduit mes charges, vraiment. J'ai tout changé. J'ai arrêté la femme de ménage. Tu vois, j'ai vraiment... J'avais une vie un peu plus luxueuse. Je me suis dit, il faut que tu arrives à vivre avec 5 000 €. Donc, c'est déjà très bien. Tu as bénéficié du chômage au départ ? J'ai eu l'ARS, tu sais. J'ai eu l'ARS en 2 fois. Donc, ça faisait... voilà, ça me permettait de vivre. Il fallait que je vive avec 5 000 €. Ok. Et ce qui est déjà très bien et largement au-dessus de ce qu'ont beaucoup de Français. Donc, mais bon, après, tout en étant maman, seule, avec les 2 enfants. Et en fait, finalement, ça s'est hyper bien passé. J'ai très vite retravaillé et j'ai tout de suite quasi retrouvé mon niveau de vie rapidement. Ouais. Sauf que ce que j'ai décidé, c'est de ne pas remonter mon niveau de vie et de plutôt garder pour investir dans de la com, ou tu vois, comme là, quand je lance un média, ça me demande un peu d'investissement. Et en fait, je pense que c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir ajuster, tu vois, son revenu, de ne pas te mettre dans la tête qu'il faut que tu gagnes comme ce que tu avais gagné avant. Ouais. Parce qu'en fait, sinon, c'est une sorte de prison. Et je me serais mis tellement de stress que finalement, j'aurais travaillé pour gagner de l'argent. Enfin, et j'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie d'essayer de faire ce que j'aimais, d'aller explorer ce que j'avais envie d'explorer. Mais aujourd'hui, du coup, est-ce que là, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, tu vas clôturer ton 2e exercice. Ouais. Est-ce que c'est un pari gagnant ? C'est un pari gagnant, mais complètement.
C'est un pari gagnant, c'est à tous les niveaux, financièrement, en termes de créativité. J'avais peur aussi de ne pas me retrouver, parce que je suis dans des entreprises, j'accompagne et je structure des entreprises souvent plus petites que ceux dans lesquelles j'étais. Mais en fait, c'est génial parce que je suis dans la dynamique de structure tout le temps et c'est ce que j'aime. Donc, à tous les niveaux, je me plais dans les tâches. Là, maintenant, on travaille à 2, donc je suis plus seule. Et ça, c'était quelque chose qui, tu vois, c'était plus difficile pour moi. Je pense que ce qui a été le plus difficile, c'est de passer à une équipe de 20 personnes que j'adorais en plus, à seule. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment pour objectif qu'on soit plusieurs. Et ça s'est clarifié, tu vois, avec le temps. Tu as pour objectif de développer la structure, d'embaucher des salariés? Ouais. Vraiment, j'aimerais. Je sais, en tout cas, avec ce chemin que je viens de faire là d'1 an et demi, j'ai conscience que j'ai pas envie de travailler seule. Ok. Voilà. Alors après, ça peut être avec des freelances, ça peut être avec des salariés. J'ai pas encore idée totale de mon modèle, mais ce qui est sûr, c'est que je veux créer une agence de RH pour faire de la structuration et de la communication. Ok, top. Ouais. Merci Cécile. Ben, merci à toi. Merci de m'avoir invitée dans cette belle voiture hyper moderne et de m'avoir fait venir avec la pluie. Attends, je t'ai mis le soleil à la fin. Là, par contre, oui. C'est vrai que ça finit bien.